Good morning, everyone. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer. Bonjour, je répète, je me présente Craig Hanson, vice-président pour l'eau, les océans, l'alimentation à l'Institut des ressources mondiales. Je serai l'animateur d'aujourd'hui. Pour ce qui est au menu, est-ce que l'alimentation peut être le remède de la planète? En fait, à mon sens, c'est là l'une des plus grandes questions de nos jours. Vous êtes venu au bon endroit, à Washington, alors qu'il y a toutes sortes d'événements. Vous êtes venu véritablement au Grand Cirque de Washington. Merci d'être venu et de loin. La raison pour laquelle je vous dis que c'est sans doute la grande question de la planète, si vous y pensez un instant, les ODD d'ici 230, nous devons avoir le développement durable. L'accord de Paris, pareil, nous devons rester en dessous d'un certain degré. Et l'humanité aujourd'hui est confrontée à la durabilité. Comment faire en sorte que nous ayons ce développement durable? À mon sens, il y a deux grands domaines qui saisissent la question. L'un étant la demande de carburant, d'énergie, d'électricité, les impacts de l'énergie, combien c'est important pour le développement humain. Pensez-y un instant. Et ensuite, et on le comprend moins bien, c'est pour cela que vous êtes venus, j'en suis heureux, c'est la demande alimentaire de l'être humain. Alimentation, nourriture, donc les émissions de CO2, soit 70% de l'eau douce est utilisée, la moitié de la masse de la Terre y est consacrée. Alors l'énergie, l'alimentation, si ceci n'est pas réussi, nous ne réussirons jamais à une planète durable. Et donc c'est ces deux éléments et ensuite le reste n'est qu'un ajout. Nous avons des intervenants. Je ne sais pas comment nous avons réussi à les faire venir, c'est formidable. Nous avons ceux qui réfléchissent, des directeurs, des scientifiques, des entrepreneurs, des décideurs. Vous entendrez même la Suède. Et en fait, c'est sans fin. Mais nous allons rester dans les limites d'1 heure et demie. Alors, les bios se trouvent sur vos chaises, en ligne également. Et donc, c'est en direct. Ce que vous ferez, ce que vous direz sera à tout jamais transmis sur l'Internet. Et donc, vous aurez en anglais, en français, en espagnol cette séance. Vous pouvez également aller sur Snapchat grâce à notre dièse. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ici à la Banque mondiale Kristalina Georgieva, la directrice générale de la Banque mondiale, qui a été présidente par intérim du groupe de la Banque mondiale depuis 3 mois. Merci. Merci, merci mille fois. Bonjour à tous qui êtes venus. Je vais peut-être commencer par reprendre ce que vous avez dit. Je suis, moi, professionnel de l'environnement et la communauté de l'environnement, à mes yeux, est ma communauté. Lorsque je suis revenue à Washington, directrice générale de la Banque mondiale, il y a 2 ans et quelques, j'ai rencontré l'un de mes meilleurs amis, le président de WWF États-Unis, et je lui ai posé la question d'un conseil. Qu'est-ce donc que la banque doit absolument se focaliser sur? Quel sujet? Il y a réfléchi quelques instants et il a trouvé un mot. Il a répondu l'alimentation, la nourriture. Il n'a pas dit ce que je souhaitais qu'il dise, biodiversité, difficultés. Il n'a pas dit non plus il nous faut nous concentrer davantage sur les forêts ou encore sur le climat. Il a dit la nourriture. Et c'est là quelque chose que j'aimerais vous présenter. Pourquoi est-ce que c'est absolument d'une importance critique? Pour nous, au niveau de notre organisation pour le développement, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que la transformation des systèmes alimentaires est essentielle pour notre objectif, pour mettre fin à la pauvreté. C'est en fait au cœur même de la mission de la Banque mondiale. Il convient que nous soyons absolument décidés
à changer la façon dont nous produisons, dont nous gérons, d'où nous consumons la nourriture pour que l'on puisse nourrir tout un chacun. Il va nous falloir avoir des revenus en augmentation, tout particulièrement pour les petits exploitants agricoles. Nous pourrons améliorer la santé, la nutrition, les résultats en la matière, et nous pourrons protéger et rétablir notre planète d'une grande beauté. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autre planète que la nôtre pour nous. J'ai été très perturbée également lorsque le directeur de l'agriculture, qui est ici même, m'a dit que la moitié de la population de la planète est en état de malnutrition, soit parce qu'il y a trop peu d'alimentation ou parce que ce n'est pas la bonne alimentation et en excès. Mais je dois dire que c'est une situation qui est très frappante, celle dans laquelle nous nous trouvons. Pendant 5 ans, j'ai été commissaire de l'aide humanitaire et je me suis rendu dans différents programmes pour aider les enfants en malnutrition. Et je peux vous dire que depuis tout temps, je n'oublierai pas la première fois où je suis rentrée dans une pièce où des enfants en malnutrition grave se trouvaient, une quarantaine environ, et la pièce était absolument d'un silence mortel, car les enfants non seulement ne pouvaient ni jouer ni rire, ils ne pouvaient même pleurer. Et ce silence mortel dans la salle, je ne saurais l'oublier. Nous ne pouvons pas être dans un monde où 151 millions d'enfants sont en retard de croissance. Leurs vies sont quasiment terminées avant même de commencer en ce qui concerne la capacité à remplir leur potentiel intégral. Il est essentiel, donc absolument essentiel, que nous nous concentrions sur la nourriture et que nous sachions qu'il y a tant que l'on peut faire à cet effet. Et plutôt que de nous appesantir sur nos problèmes, nous devrions voir de face les solutions qui nous sont offertes. Mes collègues m'ont dit également que le système agricole est le système qui est le moins perturbé. Vous pourrez dire c'est un problème, ou encore vous pourriez dire que c'est une opportunité. Parlons d'innovation, de technologie alors. Technologie numérique qui pourrait réduire les inégalités, l'accès à l'information, qui nous permettrait et permettrait aux exploitants agricoles d'arriver sur les marchés, de cibler la destination de leurs biens de production, avoir davantage de précision dans l'agriculture et nous servir de chaque goutte d'eau là où elle aura son effet. Le directeur ici chargé de l'eau nous hoche de la tête et dit oui, c'est faisable. Nous avons des antécédents à la banque au CGIAR et nous pourrions faire en sorte que cette capacité de recherche fonctionne absolument, et ce pour l'alimentation, pour les systèmes alimentaires et agricoles. Bien sûr, nous pouvons concentrer nos politiques davantage sur l'agriculture. Voilà ce que je vais vous relater. 570 milliards de dollars de subventions agricoles. En partie, un tiers sont accordés à bon escient, mais une grande partie de ces fonds vont aux mauvais éléments, subventions de la surutilisation des engrais ou encore subventions de la surutilisation de la nappe phréatique, ce qui est un risque énorme pour l'avenir, alors que nous pourrions remanier certaines subventions pour les accorder à ce qui convient de faire, non pas de les enlever des mains des exploitants agricoles, mais les leur accorder pour la productivité, pour les revenus et pour la planète, tout ce qui serait positif. Nous pouvons, de façon beaucoup plus active, faire en sorte que l'investissement privé soit accordé à l'agriculture. Voici le côté positif. Le fonds
pour l'agriculture est passé de 40 à 340 depuis 65. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais de l'autre côté, seuls 40% de ces fonds sont accordés là où c'est le plus nécessaire pour l'Afrique. Donc, il nous faut faire en sorte que ce soit possible pour qu'il y ait davantage de financement qui soit accordé là où c'est le plus nécessaire. Et nous pouvons tout à fait relier de façon plus battante ce que nous faisons dans l'alimentation et ce que nous faisons pour le climat. Voici un fait qui serait intéressant et qui, en fait, m'a complètement stupéfié. Simplement parce que nous méconnaissons et en fait nous avons des déperditions d'alimentation entre le consommateur et le producteur. Les émissions de CO2 qui sont produites pour assurer la prestation de cette alimentation, de cette nourriture, ces déchets que nous jetons, dont nous ne servons pas, lorsqu'on les conjugue, ceci représenterait des pertes alimentaire, si c'était un pays, le troisième élément de contribution le plus important contre le changement climatique, pour le changement climatique, c'est-à-dire 8% des émissions qui sont une difficulté viennent de l'alimentation de la nourriture que nous ne mangeons même pas, que nous ne consommons pas. Quand j'ai eu un message très simple: adorer la nourriture, détester les déchets et la déperdition. C'est ce qu'il nous faut faire aujourd'hui. À la Banque, aujourd'hui, nous avons adopté cet ordre du jour. Nous faisons de l'innovation pour prendre des fonds et signaler l'importance de la durabilité. Nous avons procédé de quelque chose qui est très sympa, très cool. Enfin, je ne sais pas quel est le mot qu'il faudrait choisir. Mais ce qui est remarquable, c'est que nous avons un titre obligataire pour le développement durable pour souligner la difficulté de la diminution des déchets et des déperditions alimentaires. 300 millions, c'est-à-dire aimer, adorer la nourriture, détester le gâchis ou les déperditions. Je suis tout à fait reconnaissante à mes collègues qui ont rendu visibles ces programmes. Et en particulier, je leur suis reconnaissante de nous avoir fait venir les grandes étoiles qui vont nous parler aujourd'hui. Gunhild Stordalen, qui est de mes collègues et amis, elle vient de créer HEAT et une étude qui change comment nous réfléchissons à la nourriture. Donc, mesdames et messieurs, je n'étais en fait que le lever de rideau pour ceux qui vont réellement vous accueillir et vous parler de choses intéressantes. Merci. Merci, Kristalina, de m'avoir accueilli si aimablement. Je ne sais pas si je peux faire le suivi de rideau. Tout d'abord, merci à la Banque mondiale, à vous de recevoir cette réunion lors des réunions de printemps et pour nous avoir invité HEAT à la table. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et davantage encore puisque j'ai entendu le titre. Parce qu'en fin de compte, nous avons une réponse scientifique, à savoir si la nourriture peut être le remède de la planète. Nous sommes pour la plupart d'accord. Il nous faut changer ce que nous faisons en termes de nourriture et un nombre de rapports qui demandent des systèmes alimentaires qui sont équitables et qui sont sains. Il n'y a toujours pas de réponse à savoir si nous pouvons faire en sorte que les systèmes alimentaires soient bons pour le climat et pour les populations. Il y a 3 ans, avec le Lancet et avec un fonds HEAT, a lancé une commission interdisciplinaire avec 37 scientifiques de 16 pays différents qui se sont réunis pour répondre à une question absolument essentielle. Est-il possible d'alimenter une population en croissance suffisamment d'aliments sains, et ce, dans les limites planétaires?
Le rapport HIT qui a été publié en janvier, et j'espère que certains d'entre vous l'auraient lu, c'est réellement une évaluation de pointe des éléments probants en la matière, et c'est le premier effort pour évaluer les cibles quantitatives scientifiques pour arriver à des régimes alimentaires sains et durables pour tout un chacun. Le rapport démontre que l'alimentation peut être un remède non seulement pour le climat, mais également pour les populations, mais aussi que c'est une obligation, car à moins que nous ne réussissions dans l'alimentation, nous ne serons pas en mesure de réaliser les ODD ni l'accord de Paris. Mais en revanche, que de réussir à bon escient, c'est là une opportunité pour sauver des millions de vies tous les ans et éventuellement améliorer les vies de milliards d'autres personnes tout en permettant de protéger notre avenir commun sur la planète. Les scientifiques de notre commission déclarent qu'il est possible, en théorie, que c'est possible en théorie, mais ce ne sera pas facile. Ceci va exiger une transformation alimentaire, ça veut dire une transformation des régimes alimentaires, de la production alimentaire et également de la réduction des déchets, ce qui va demander une collaboration sans précédent. Il va nous falloir des mesures, une participation, un investissement de tous les acteurs de la société. Il va nous falloir des politiques, et les sciences, la société civile, les entreprises qui doivent coopérer au niveau international jusqu'au niveau des communautés. Car le rapport déclare également et clairement qu'il n'y a pas de taille unique en la matière, ce qui veut dire qu'il faut traduire la chose en des contextes locaux et dans les cultures locales. Donc, depuis quelques mois, depuis la publication du rapport, nous nous sommes affairés avec les commissaires, nos partenaires, et nous discutons les résultats du rapport dans 40 pays du monde. Et je dois dire que cet engagement nous a dépassé. Les retours d'information, les avis que nous avons reçus sont précieux, tout particulièrement les contributions sur les dimensions qui ne sont pas encore couvertes, pas encore dans ce rapport, par exemple. Comment est-ce que les systèmes alimentaires peuvent être transformés? Comment doivent-elles se faire, ces transformations, pour créer des emplois, des opportunités économiques, pour que l'on ait ce pouvoir? Cette transformation doit absolument inclure et être à l'avantage des plus vulnérables, tant dans les zones rurales, les pauvres, les femmes, zones rurales, urbaines, les femmes, les pauvres, et les réformes politiques et les interventions de réglementation seront essentielles. Mais tout autant les services et les instruments financiers. C'est pour cela que je suis ravie d'être parmi vous avec votre leadership qui a une expérience de longue date et des systèmes financiers en particulier dans le monde. Donc, je souhaite suivre cette discussion ainsi que les discussions, des questions plutôt que Christiane a déjà abordées. Comment réorienter un demi-trillion de dollars de subventions agricoles pour pouvoir être un remède plutôt que de nuire à l'environnement et aux populations? Et comment avoir un capital privé pour procéder ainsi? Comment nous assurer que les politiques et les interventions entre les secteurs santé, environnement, agriculture réellement coopèrent dans le même sens, des mêmes résultats? Ce que le rapport demande, c'est une augmentation de la production poissonnière. Comment faire pour améliorer la santé des populations tout en protégeant les océans? Et bien entendu, comment est-ce que nous pouvons réellement avancer pour faire en sorte que ceci se produise en moins de 10 ans? Et nous sommes ravis de ce titre obligataire pour le développement durable. Merci mille fois. En fin de compte, il ne s'agit pas uniquement d'une stratégie mondiale à longue échéance, mais c'est bien le dilemme de tous les jours de tout exploitant agricole, de toute mère ou de tout chef d'entreprise.
Comment peut-on se permettre de modifier ou de changer, de permuter les récoltes et les cultures? Comment alimenter les enfants pour qu'ils réussissent leur potentiel de croissance? Est-ce que ces aliments sont même disponibles dans les communautés? Et aura-t-elle accès aux connaissances, aux technologies qui lui permettront d'améliorer la nourriture et de façon durable? J'ai rencontré tant de personnes dans mes voyages, ceux qui sont prêts à avancer à grands pas et davantage veulent procéder ainsi. La grande question sera la suivante: comment produire un environnement porteur et comment est-ce que nous pouvons créer des partenariats et une collaboration qui nous permettront de réaliser ce changement profond? Le lancer est le point de départ pour le consensus et des engagements mondiaux aux fins d'action. Mais il va nous falloir savoir comment est-ce que l'alimentation peut devenir le remède de la planète. Et les commissaires ont également déclaré que nous en savons suffisamment pour agir. C'est là la grande question. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce qui est nécessaire avant qu'il ne soit trop tard? Je suis optimiste, je suis né optimiste, mais je pense que nous réussirons. Car qu'une fois que nous aurons une démarche d'ensemble face à l'alimentation, une fois que nous aurons cette démarche d'ensemble, il y a tant de co-avantages, de synergies qu'on peut en tirer et d'opportunités que cela offre pour les gouvernements, les entreprises, les investisseurs, les exploitants agricoles. Et je sais que nous, consommateurs et citoyens de ce monde, nous sommes concernés et ceci dépasse tout élément baissier. Je crois que ce sera faisable également car rien n'unit les gens comme la nourriture, non seulement autour d'une table, mais réellement, véritablement pour collaborer à la résolution des grands problèmes qui sont les nôtres et produire et un avenir plus durable, meilleur, plus sain pour toute l'humanité. Je souhaite suivre cette discussion avec grand plaisir. Je vais vous donner les grands points tout d'abord de notre rapport. Le médecin planétaire, cofondateur de ITS et coprésident de l'Alliance, le professeur Rockstrom. Si vous voulez bien applaudir. Bonjour à tous. Véritablement, Kristalina a ouvert la voie et ça va être très facile. Mon seul rôle sera de vous donner les faits scientifiques pour faire en sorte de confirmer qu'ils sont véritables. Et je vous dirai, voilà, les éléments probants existent. Je vais aller plus loin avant que de vous donner les éléments du rapport du Lancet. Mais le 10 avril, aujourd'hui, pour les réunions de printemps, si je vais amasser tous les éléments scientifiques pour les mettre en un seul endroit, il y a une seule conclusion. Même ceux qui sont les plus prudents diront « nous avons des problèmes. Nous sommes au bord du gouffre ». Les éléments scientifiques depuis 10 ans, c'est la conclusion que nous, humanité, nous sommes allés à une époque tout à fait différente. Le monde moderne aujourd'hui et la force du changement à l'échelle planétaire la plus importante. C'était vrai en 2002, donc lors du prix Nobel. L'un des 3 prix Nobel avait déclaré dans les années 80 qu'il y avait risque catastrophique qui nous ferait changer la politique alimentaire, la technologie et la mise en œuvre pour redevenir en opération sûre dans le monde. La difficulté, c'est que ce n'est plus le cas. Nous sommes aujourd'hui dans le problème le plus profond. Nous voyons donc le plafond qui réglemente la planète. La science aujourd'hui est forcée d'aborder la question aujourd'hui: est-ce que nous, humanité, nous allons déstabiliser toute la planète?
Alors, est-ce que nous allons écarter la planète de l'équilibre de stabilité que nous connaissons depuis l'âge glaciaire? Nous avons été en mesure de nous développer, modernes, comme nous savons. Pour commencer le voyage, quand nous sommes sortis des quelques millions de personnes, nous sommes passés à tout ce que nous reconnaissons et que nous définissions comme étant un monde humaniste et équitable. C'est l'invention de l'agriculture. C'est là le point de déclenchement. C'est ce qui a commencé et c'est ce qui va le déterminer et en fin de compte nous fera savoir si nous allons régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ceci va vous donner deux éléments probants. Tout d'abord, on en a parlé, en fait, nous avons les deux victimes planétaires, les deux premières. D'abord, le réchauffement climatique depuis l'âge glaciaire, c'est un plafond. Nous avons deux victimes planétaires. Nous savons avec certitude que nous avons perdu donc les récifs de corail qui ont dépassé le point d'inversement et c'est un échec complet. Le deuxième victime planétaire, c'est bien sûr la calotte glaciaire. Nous avons dépassé les températures où nous n'aurons plus de glace aujourd'hui dans ces régions. L'amplificateur, c'est s'il y a quelque chose qui fait en sorte que les scientifiques soient nerveux, c'est justement le réchauffement autonome. Nous avons publié des documents il y a 2 ans pour le résumer de façon soigneuse. Si nous continuons dans ce sens, nous allons dépasser le point de seuil planétaire de 2 degrés, ce qui nous donnera un réchauffement conséquent et constant. Si vous allez au centre de ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour l'éviter, comme Craig l'a dit, il y a 2 voies. L'une, et j'ai beaucoup aimé, c'est donc, le reste est peu important, décarbonisation des systèmes énergétiques dans les 20 ans à venir, et également une transformation alimentaire et de la nourriture mondiale. Donc, ces évaluations sont soigneuses. Les scénarios qui nous amènent à ce réchauffement, l'on voit clairement qu'il y aura une décarbonisation nécessaire, mais que les systèmes alimentaires devront se transformer en source de gaz, d'émissions, donc, et deviendront le puits de gaz le plus important dans les 30 ans à venir. Chers amis, c'est là une révolution agricole. C'est absolument intéressant, Kristalina l'a dit, parce que nous avons une solution, mais c'est une révolution véritablement. Et donc, nous pourrons avoir tous les systèmes, tous les puits que nous souhaitons. Nous pouvons, bien sûr, alimenter dans les 30 ans suivants, mais il va nous falloir maintenir les écosystèmes de la Terre. Si nous transformons les énergies en émissions zéro, les systèmes alimentaires et avons les écosystèmes qui sont protégés, nous avons une chance de 66% de réussite. C'est là la tâche qui nous est accordée, c'est la transformation mondiale à laquelle nous sommes confrontés. C'est pour ça qu'il nous faut parler de l'alimentation. C'est pourquoi nous avons une urgence en la matière et il nous faut la lancer immédiatement au niveau de la planète. De plus, nous avons le fait que nous avons ici les mêmes voies de santé par rapport à l'alimentation. Je suis scientifique, je me retourne sur 5 ans, nous travaillons sur les sciences de l'environnement sans savoir que nous avions également l'obésité, la malnutrition, la résistance aux antibiotiques. Bref, tout ceci souligne et ceci vient à au même rythme que la perte de la biodiversité, etc., détérioration des sols, etc., etc. Donc c'est une tâche urgente pour nous, universitaires, de nous lancer dans le rapport Lancet pour la première fois, de présenter les éléments probants scientifiques pour savoir ce que sont les systèmes alimentaires durables, les bonnes alimentations pour pouvoir arriver aux ODD et pour avoir l'accord de Paris rempli, pour avoir un avenir équitable pour l'humanité sur Terre. Tel était le point de départ et il faut donc lutter contre les émissions mais également les pertes de diversité biologique.
parce qu'il y a tous les critères à prendre en compte. L'alimentation est la plus grande cause, outre la perte de la diversité biologique. Et nous avons nous en sommes à la sixième extinction de masse. Nous sommes sur une voie de catastrophique pour ce qui est des prédateurs, des microbes dans les sols ou les insectes qui pollinisent. Mais nous savons que l'alimentation consomme de l'eau potable et que l'alimentation est la clé de la transformation pour nous ramener dans un bon espace qui respecte notre planète. Les données ont été synthétisées par Kristalina et ces données sont tout à fait frappantes, à savoir que nous avons un nombre égal de personnes, plus de 2 milliards de personnes mal nourries, mais nous avons des défis également en matière d'obésité. Le manque de santé tue les gens de manière prématurée, plus que l'alcool, la criminalité, le sexe peu sûr et le tabac combiné. Ceci reconnaît le fait que nous devons prendre tout cela au sérieux, que si vous voulez avoir un avenir sain pour l'humanité, nous devons donc donner suite à tous ces éléments de preuve sur l'alimentation. Le défi est énorme et donc la commission du Lancet cherche à répondre à la question suivante, comme Gunnar vient de l'indiquer. Comment alimenter 10 milliards de personnes avec une alimentation saine dans un espace sûr pour la planète? Qu'est-ce que cela exige? Quels sont les objectifs scientifiques, les conseils quantitatifs fondés sur la science que nous pouvons apporter pour toutes les parties prenantes au monde, de sorte à réaliser cette transition? La commission a travaillé à travers toutes les méthodologies scientifiques que nous connaissons, évaluation, synthèse, modélisation, cartographie de la recherche publiée, à travers toutes les disciplines, sciences agricoles, sciences de la durabilité et santé, et nous avons assumé le défi d'identifier les objectifs scientifiques, tout d'abord en matière de santé. Et ces chiffres, vous les avez peut-être vus, je ne vais pas les passer en revue dans les détails, mais je voudrais souligner le fait qu'il y a bien entendu des progrès scientifiques continus, mais nous avons confiance quant aux gammes de chiffres que nous avons présentés. C'est un brassage de groupes alimentaires qui mène à une composition souple alimentaire si nous voulons avoir un profil sanitaire basé sur la santé pour toute l'humanité au monde. Nous appelons cela le régime planétaire sain qui exige une réduction de la consommation de viande rouge transformée, mais néanmoins, il faut 5 portions de viande rouge, y compris les ruminants et le porc, mais y compris la volaille et le poisson. Et le poisson est une augmentation assez conséquente du point de vue de la santé. Et c'est une alimentation qui comprend davantage de graines, de noix, de fruits, de légumes, moins de graines lourdes en farine, mais davantage de graines qui sont basées, par exemple, sur le régime méditerranéen. Ça ressemble à ceci, avec la moitié de l'assiette qui provient des plantes, disons, des sources de protéines, et l'autre moitié des différents groupes alimentaires que nous connaissons bien dans les compositions alimentaires saines. C'était intéressant qu'immédiatement après le lancement de ce rapport, certains commissaires se sont tournés vers leur propre coin culturel du monde et ont conçu ce que cela voudrait dire. Et par exemple, c'est un régime de régime. C'est une réduction de produits laitiers. C'est un changement clair, notamment dans les parties les plus riches du monde, consommation de viande rouge. Mais comme vous le voyez, il y a beaucoup de diversité. Il y a beaucoup de marge de manœuvre et de liberté à travers toutes les cultures du monde. Ce n'est pas quelque chose imposé de monoculturel, c'est un cadre planétaire qui peut donner un conseil scientifique si nous voulons les meilleures issues quant aux denrées alimentaires. Où en sommes-nous aujourd'hui? Voici la situation difficile. Si vous regardez les données mondiales aujourd'hui, dans ce cercle, nous serions au sein du régime planétaire sain. Et comme vous voyez, ce n'est pas étonnant, c'est que nous sommes très loin de ce régime sain pour la viande rouge et pour les légumineuses. Mais comme vous le voyez, nous sommes essentiellement, enfin, les légumes lourds en farine. Mais nous devons donc augmenter certaines autres consommations si nous voulons respecter cette voie. Ceci, c'est l'Amérique du Nord, qui, je vous le dirais, est très semblable à la situation en Europe, avec, on dépasse de loin la consommation non seulement de la viande rouge, mais également de produits laitiers, d'œufs et de volaille. Donc c'est une transition. Certes, ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Une transition qui nous mènera
vers ses objectifs scientifiques. Voici l'Afrique qui montre, voici un continent qui peut augmenter essentiellement sur tous les fronts, hormis le manioc et d'autres types de graines lourdes en farine. Et voici l'Asie du Sud, la région du monde qui déjà aujourd'hui essentiellement est en syntonie avec ce régime planétaire, mais augmenter néanmoins les protéines alimentaires seraient utiles. Et les 3 études indépendantes montrent que identifier ce régime en respectant ses limites permettrait de sauver environ 10 millions de vies par an au cours des 10 ans à venir. Donc nous parlons d'une incidence très importante d'adopter ce type de régime pour la santé humaine. Vous avez peut-être vu ce rapport sur le fardeau de la maladie qui étaye le rapport du Lancet, qui vérifie qu'il s'agit d'un facteur de risque très conséquent lorsqu'il s'agit de manger comme on le fait au jour d'aujourd'hui, plutôt que d'adopter des régimes qui ont moins de sodium, manger davantage de fruits, de noix, de légumes, moins de graisses saturées, et ceci nous mènera dans le bon sens. Mais ensuite, la question est, eh bien, si vous avez ce régime sain, quels sont les effets synergétiques, comme Gunnar nous le disait, pour ce qui est des défis de rester dans ces limites planétaires. Et donc nous avons pu prendre la science des limites planétaires et les traduire dans les systèmes alimentaires à travers les limites planétaires qui jouent le rôle le plus important dans les systèmes alimentaires. Et ce n'est pas étonnant, il s'agit du changement climatique, mais également de la perte de biodiversité, changement dans l'usage des sols, utilisation de l'eau propre, utilisation de phosphore et d'azote. Et c'est là la production alimentaire est le coupable numéro 1 en matière d'effets. Et donc, nous avons pu apporter des cibles fondées sur des éléments de preuve scientifiques, avec une certaine gamme, certaines incertitudes, mais ça vous donne un excellent cadre pour vous conseiller les investissements qui permettraient d'atteindre ces transitions vers des systèmes de production plus durables. Je voudrais vous donner une synthèse de l'élément climat. C'est très important. Ce régime du Lancet n'est pas un régime végétarien, c'est un régime qui maximise la santé et qui reconnaît que les communautés en développement pauvres dépendent de ruminants, continueront d'avoir du bétail et que cette source de protéines est fondamentale pour lutter contre la pauvreté. Et donc nous ne pouvons pas, bien entendu, dire que nous allons simplement nous débarrasser de tout ce qui a des effets négatifs sur la planète et imposer cela. Imposer ces compositions. Non, nous avons fait l'inverse. Nous avons dit, nous voulons une composition équitable, mais saine en même temps. Qu'est-ce que cela veut dire pour les limites planétaires? Est-ce que cela veut dire, c'est qu'ici, vous avez ce par quoi j'ai commencé, la transition à laquelle nous faisons face. Nous émettons près de 40 gigatonnes de dioxyde de carbone. Nous devons décarboniser les systèmes énergétiques en gris d'ici 2050. Vous voyez la transition des systèmes alimentaires de rouge vers le vert. Les bandes rouges et jaunes sont les gaz non CO2 associés à la production alimentaire. Méthane et autres associés à la production alimentaire. Nous avons essayé d'étudier la science climatique et voir quel est le montant minimum de gaz à effet de serre dont nous ne pouvons pas nous débarrasser si véritablement nous voulons alimenter 10 milliards de personnes avec un régime sain. Et la conclusion, c'est que nous devons donner au système alimentaire 5 gigatonnes de dioxyde de carbone par an doit être donné, reconnaissant que nous sommes 10 milliards de citoyens de par le monde, nous avons des droits à avoir de bonnes alimentations et nous avons des cultures multiples à travers le monde. Et donc nous donnons, si vous voulez, une composante imposée du budget pour l'alimentation. Quelles sont les répercussions? Eh bien, elles sont très conséquentes, parce que si nous reconnaissons que l'alimentation n'échappera jamais au fait qu'elle est associée à une petite mais néanmoins conséquente proportion d'émissions de gaz à effet de serre pour nourrir l'humanité, cela veut dire que d'autres secteurs, tels que le secteur énergétique, doivent décarboniser encore plus rapidement. Cela veut dire que le charbon, qu'il faut ne plus utiliser le charbon encore plus vite, parce que nous arrivons à la conclusion que nous ne pouvons pas éviter certaines émissions dans les denrées alimentaires. Et nous avons certaines éléments que nous considérons renforcement de la productivité et l'intensification. La Banque mondiale et le cigare sont chefs de file, et nous voulons voir comment combler les brèches de rendement dans les systèmes de production jusqu'à 70%, mais nous avons également dit que nous avons
le niveau très ambitieux d'atteindre 90% pour combler la brèche, et ceci nous a mené à l'opportunité d'avoir des scénarios sur l'avenir. Ce graphique est difficile à interpréter, mais je voulais simplement vous indiquer deux messages saillants. Ce que vous avez ici sur l'axe, ce sont toutes les frontières planétaires pour l'alimentation. Donc l'espace sain. En vert, c'est sain. En rouge, c'est la zone danger. Et nous évoluons vers les risques du basculement. Sur l'axe Y, vous avez les différents systèmes de production. Tout d'abord, gaspillage, comme Christian a dit, on gaspille 30%, et on continue à faire cela, et cela mène à une ligne en rouge, comme vous le voyez. Si nous n'adoptons pas le régime, il est peu vraisemblable que nous avons la moindre possibilité de revenir dans un espace plus sûr. Donc que faut-il pour que cela soit couronné de succès? Eh bien, vous devez aller jusqu'au bas, jusqu'à des investissements énormes en intensification, Prod+, réduire de moitié le gaspillage, et avoir un régime planétaire qui puisse nous ramener à un espace plus sain. Et donc il s'agit d'une transition qui exige des investissements multiples en production, en réduction du gaspillage et en santé pour être couronné de succès dans cette transition. Nous avons fait plusieurs analyses de sensibilité et je voudrais vous donner quelques exemples. Ici, vous avez dans le cercle intérieur l'espace sûr pour les gaz à effet de serre. C'est là où nous voulons être pour ce qui est des gaz à effet de serre et le régime alimentaire. Et le bouleversement alimentaire, à lui seul, peut nous ramener à l'intérieur du cercle. Donc manger sain est une synergie pour atteindre l'accord de Paris. L'amélioration de la productivité peut réduire de manière conséquente la production de gaz à effet de serre également. Également, la réduction du gaspillage y contribue. Et si vous combinez tout cela, ceci nous ramènerait à l'intérieur des limites sûres. Et si nous faisons cela à travers toutes les variables, cela nous donnerait l'opportunité dans l'usage des sols, de l'eau, de l'azote et du phosphate, mais néanmoins d'échouer en matière de biodiversité, mais néanmoins revenir à un espace plus sûr. Et je pense donc que la conclusion de Gonil, que les éléments de preuve scientifique nous indiquent que nous pouvons atteindre cette transition, sont maintenant étayés par cette analyse. Donc pour conclure, quelles sont les implications de ceci en termes de politique? Comme Christianella et Craig et Gunnar l'ont indiqué, ce qui est très intéressant, c'est de se fonder sur la science et de dire, bon, que faire maintenant? Et la Commission est arrivée à la conclusion qu'il y a 5 domaines de politique stratégique, de conversation sur les politiques qui sont peut-être des sujets qui devraient être à la page. Tout d'abord, j'espère que l'on puisse dire que ce n'est pas naïf, que nous croyons véritablement que les cibles fondées sur la science, des cibles quantitatives, peuvent jouer un rôle fondamental pour aider les entreprises, les communautés, les villes, les institutions telles que la Banque mondiale à orienter les investissements dans le secteur financier, dans les domaines publics, dans le monde académique, dans les écoles, dans toutes les différentes institutions, et qu'il nous faut cet engagement. Il nous faut ces engagements vers ces objectifs scientifiques sur les transitions sûres et saines, et nous pensons que la commission Eat Lancet n'a pas le mot de la fin, mais que nous avons peut-être lancé, si vous voulez, une nouvelle entreprise qui chercherait à aider l'humanité à obtenir, à mettre en place ces éléments. Et donc ça, c'est la stratégie numéro 1. Il serait bon que la Banque mondiale considère la possibilité d'adopter ces objectifs fondés sur la science. Deuxième chose, il nous faut un grand investissement dans l'intensification des systèmes de production, de petites exploitations vers de grandes exploitations, combiner les technologies de pointe, intelligence artificielle et différentes formes d'agriculture de précision jusqu'à meilleure gestion des sols et de l'eau chez les plus petits producteurs, par exemple non irrigués en Afrique, pour dire maintenant, chers amis, il est maintenant, le moment est venu d'être durable dans l'agriculture, et on en revient donc à la Banque mondiale et le cigare, bien entendu. Et ceci a des conseils, bien entendu, pour 2050. Ceci est un exemple de ce que cela veut dire du point de vue de l'investissement dans toutes les différentes composantes diététiques pour 2050. Ce que vous avez ceci en jaune, c'est que continuer à faire ce que l'on fait de coutume, et en vert, le régime amélioré. Aucune augmentation de production de céréales de par le monde. Ceci sont des chiffres mondiaux. Nous avons atteint un point de saturation en termes... Enfin, nous n'avons pas besoin de plus de céréales pour alimenter 10 milliards de personnes avec ce régime.
si l'on continuait comme de coutume, ceci augmenterait de 50%. Deuxièmement, des investissements très importants dans les légumes, les légumineuses, les fruits, les noix. Nous ne savons pas comment le faire. Ça, c'est l'étude suivante. Comment est-ce que vous augmenteriez les légumineuses, les poissons, les noix, les fruits et les légumes à cette échelle énorme, de manière durable, sur un marché mondial? La production de viande rouge doit être réduite de manière très conséquente. Et comment faire cela de manière sérieuse et responsable, qui tienne compte des réalités socio-économiques du monde? Et ceci pour orienter les systèmes de production. Stratégie numéro 3, sur l'intensification stratégique, nous pensons que les technologies doivent et devraient jouer un rôle très important. On en revient au CGIAR et aux opportunités. Et la stratégie 4 concerne la gouvernance. Quel type de principe de gouvernance devons-nous adopter si nous voulons véritablement amplifier et accélérer une transformation alimentaire? Je pense quant à moi qu'une façon de se faire est de penser aux objectifs de développement durable, non pas comme 17 objectifs où on peut les trier sur le volet, choisir les préférés. Ce n'est pas un buffet, c'est, si vous voulez, un grand gâteau. Les objectifs 16, 14, 15 sur l'eau, la terre, le climat, les sols sont non négociables. Ce sont les limites planétaires qui sont les objectifs scientifiques dans les limites desquels nous pouvons faire montre d'innovation dans la transition alimentaire. Et c'est une stratégie de gouvernance qui est véritablement importante à intégrer dans le sommet du climat au niveau politique les plus élevés, dans tous les systèmes d'investissement et dans les dialogues avec les gouvernements nationaux. Comment changer les états d'esprit, mettre en place ce changement d'état d'esprit en place. Et pour en venir à Christina Lina et ce qu'elle disait sur le gaspillage, ça pourrait sembler être quelque chose de ciblé, mais c'est très important. Parce qu'en moyenne, nous gaspillons 30% de denrées alimentaires le long de toute la chaîne. Franchement, aujourd'hui, sur une assiette, on mange l'huile. On mange du pétrole parce qu'il y a tellement d'énergie du champ jusqu'à la fourchette. Et nous devons être beaucoup plus respectueux. Nous devons avoir des politiques qui tiennent compte des coûts de toutes ces externalités pour créer des incitations pour vraiment tirer parti du capital le plus important que nous avons, à savoir le capital naturel, les denrées alimentaires. Ceci nous mène à une conclusion qui, et Gunnar en a déjà parlé, notre conclusion est assez dramatique, et que nous allons échouer quant aux ODD, nous allons échouer en matière de l'accord de Paris, à moins que nous ayons une transition alimentaire vers des alimentations plus saines de par le monde. Ceci n'est pas à l'ordre du jour des négociations climatiques, mais cela doit figurer à cet ordre du jour, parce que dans la négative, nous n'avons aucune chance de véritablement en arriver à 1,5 degré Celsius. Il nous faut une action multifacette, multi-parties prenantes, pour inclure toutes les actions sur l'innovation, les investissements et les opportunités sur une alimentation saine. Et Gunnar est le porte-parole de cela de par le monde pour montrer que ce n'est pas un sacrifice. Non, il s'agit d'être moderne, il s'agit de rendre cela attrayant. Ce sont des messages positifs. Et comment est-ce que cela peut être couronné de succès pour que ce ne soit pas un autre obstacle dans la transition? Nous avons les éléments de preuve que nous allons sauver des vies à grande échelle. C'est sans doute le plus grand investissement que l'on puisse faire de par le monde pour sauver des vies, et qu'alimenter 10 milliards de personnes avec un régime sain, en respectant les bonnes conditions pour notre planète, est possible et aura des effets positifs, que nous avons maintenant les éléments de preuve en place, que ce n'est pas une utopie, ce n'est pas quelque chose de naïf, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Nous devons nous retrousser les manches et nous engager sur cette voie. Ceci étant, je me réjouis des délibérations qui vont suivre et vous remercie. Merci, Johan, d'avoir brossé ce tableau aussi complet. Combien d'entre vous avez lu le rapport Eat Lancet? Bien, environ 80% du public. C'est bon. Si vous n'appréciez pas l'échelle, l'ampleur du défi et la sévérité des conséquences de la façon dont nous produisons des denrées alimentaires aujourd'hui, j'espère que vous l'êtes maintenant. Et avec tout le travail fait par le rapport Eat Lancet, je pense qu'il n'est plus possible de dire « je ne savais pas qu'il y avait un problème » et il n'est plus possible de dire « ce n'est pas important pour moi parce que c'est important pour tout le monde ». Et vous ne pouvez plus dire « je ne sais pas que faire ». C'est un bouleversement. 2018-2019, l'alimentation est à l'ordre du jour, plus que jamais. Et donc,
C'est vraiment important. Et pour nous aider à tirer au clair cette question de savoir que pouvons-nous faire individuellement, je vais inviter 4 membres du panel de se joindre à nous. Veuillez prendre place. Et je sais qu'il y a une question que vous avez présente à l'esprit. Que puis-je faire en tant que contribuable, en tant que citoyen ou en tant qu'électeur? Que puis-je faire pour relever ce défi? À l'Institut, en décembre dernier, nous avons lancé un rapport avec la Banque mondiale et le programme de l'environnement des Nations Unies pour un avenir alimentaire plus sain, qui a été arrivé à pratiquement aux mêmes conclusions que le rapport Eat Lancet. Il y a donc une convergence sur ce qu'il faut voir se mettre en place. Il faut augmenter les rendements. Nous devons utiliser ces augmentations de rendement pour conserver les forêts qui subsistent dans la planète et rétablir certaines des forêts dégradées. Nous devons changer notre consommation, réduire les gaspillages et les pertes. Nous devons investir dans les pêches durables. Et enfin, nous devons en venir à ces émissions de gaz à effet de serre difficiles dans le secteur agricole, méthane du riz et du bétail, les fertilisants et le CO2 de l'utilisation énergétique dans les champs. Nous savons que faire. Et donc je voudrais parler avec chacun des membres du panel pour qu'ils partagent avec vous ce qu'ils font pour aider à promouvoir certaines des solutions. Donc, je me rends ici. Bienvenue à tous au panel. Je vais commencer par Evan Lutz, qui est directeur et fondateur de Hungry Harvest. Est-ce que vous avez entendu parler de Hungry Harvest? Bien, c'est un bon public pour vous. Si vous ne le savez pas, c'est un service qui produit des produits sains pour lutter contre la faim et le gaspillage. Il a été reconnu par Forbes. Et il a reçu différents prix. Il a reçu le prix les 30 personnes qui ont moins de 30 ans et le prix des 40 personnes qui ont moins de 40 ans. Et il a reçu différents prix avec Honesty, Sweet Green et Comcast, la société émergente de l'année. Dites-nous pourquoi vous avez inventé Hungry Harvest. Merci de ces mots empreints de gentillesse. Et il est bon d'être dans ce public d'élite pour parler de ces choses. Eh bien, je pourrais vous parler du gaspillage toute la journée parce que c'est un sujet cher à mon cœur. Mon objectif dans la vie, mon ambition concerne l'entrepreneuriat social, cette idée que les entreprises peuvent créer des effets, obtenir des profits tout en utilisant les mêmes leviers, les mêmes stratégies. Et j'ai toujours été intéressé par l'alimentation saine et durable et pérenne. Et j'ai étudié à l'Université du Maryland. Et pendant une classe, ma dernière année, nous avons dû lancer une entreprise. Et l'une des idées qui circulait dans la classe était cet agriculteur local qui avait un excédent de production, qui avait présenté cela à notre classe et voulait les vendre à des étudiants dans les universités. Et j'ai dit pourquoi pas. J'ai organisé un petit kiosque et je vendais donc ces produits excédentaires. Je ne savais pas ce que c'était ces produits excédentaires à l'époque. C'est intéressant. En 2018-2019, le gaspillage alimentaire était à l'ordre du jour. En 2014, personne n'en parlait. On n'en parlait pas beaucoup. Et donc, je ne savais pas que c'était un grave problème. Et donc, j'ai établi ce petit kiosque. Je vendais 5 livres pour 5 dollars et nous avons obtenu des centaines de clients et j'ai transformé cela en un modèle avec le monde comme ça. Je suis retourné à l'agriculteur, j'ai dit nous achetons environ 20 à 30% de votre production qui ne pourrait pas vendre. Et ceci pour diverses raisons, parce que les pommes étaient trop grandes ou trop petites, ou les carottes avaient été un peu de travers, ou certaines tiges n'étaient pas assez rigides. C'était absurde de gaspiller cela. Je suis retourné à lui et j'ai dit combien d'autres agriculteurs ont le même problème d'avoir ces productions agricoles. Il a dit tous les agriculteurs aux États-Unis, 1 million d'agriculteurs ont ce problème, 20 à 30% de production qui ne peuvent pas vendre. Je savais donc que je pouvais passer à l'échelle. J'avais une demande énorme, il y avait énormément d'offres. Beaucoup de chiffres ont déjà été cités, mais pour vous donner un ou deux autres, nous utilisons environ 9% de la masse terrestre des États-Unis pour produire des aliments que personne ne mange. Ce serait l'État du Nouveau-Mexique. Nous utilisons environ 20% de l'eau douce aux États-Unis est utilisée pour produire des aliments que personne ne consomme. C'est la taille du lac de la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est un problème énorme. Et donc, comment résoudre ce problème par l'entrepreneuriat?
Et je suis reconnaissant de la diversité du panel parce qu'il y a beaucoup de décideurs et de gens qui essayent de défendre l'alimentation saine. Le gaspillage alimentaire est un problème d'actualité et nous essayons de développer une solution pratique. Merci Evan. Merci de ce que vous faites. Alejandra Schrader est chef, entrepreneur et défenseur de l'alimentation saine basée à Los Angeles. Vous êtes né à Los Angeles, mais vous avez passé beaucoup de temps au Venezuela et va partager son expérience. Elle est fondatrice du manifeste des chefs. C'est un document important. On a confiance. On a moins confiance en les politiciens, on a plus confiance dans les chefs. Et ce manifeste des chefs est un cadre qui indique comment les chefs peuvent contribuer à atteindre les objectifs de développement durable. Et si vous regardez la télévision, elle est finaliste sur MasterChef. Et qu'avons-nous fait de nos vies? Ces gens sont... Nous avons entendu Johan parler de l'importance de transformer l'alimentation. Et comment faire cela? Ça semble facile, mais il y a sans doute des difficultés. Alors dites-nous comment faire. Eh bien, je pense que l'élément central vient de l'éducation. On one end, we educate the consumer. Comment éduquer le consommateur sur les effets positifs de ce régime planétaire, par exemple, sur leur propre santé. Pas uniquement leur santé physique, mais également mentale, également et émotionnelle, je pense, quant à moi. Parce que l'alimentation guérit, est un remède, et également les effets que leurs choix alimentaires peuvent avoir sur l'environnement, comment ils achètent et préparent l'alimentation a un effet sur la planète et sur leur budget. Et également autonomiser les personnes en passant à ce régime planétaire pour qu'ils incorporent de nouveaux ingrédients dans leur palette culinaire, d'oser essayer de nouvelles denrées alimentaires et donc de se focaliser sur les éléments positifs. L'autonomisation et donc l'éducation, eh bien, il s'agit d'encourager les gens à réduire le gaspillage chez eux. Pour ceux parmi nous qui maintenant, comme moi en particulier, ne consommons plus de viande. Donc maintenant, je mange à 80% des plantes et quelques fruits de mer. Et donc, comment utiliser toute la plante, la racine, les feuilles, ne pas jeter, par exemple, les feuilles des carottes. Vous pouvez faire une sauce avec cela. Ne pas se débarrasser du verre, du radis. Et utiliser, donc ne rien jeter et utiliser tous les ingrédients. D'une part, donc, on en tire davantage parti parce qu'il y a énormément d'antioxydants, de choses qui sont bonnes pour nous dans ces éléments que l'on jette, mais également comment cela nous affecte notre portefeuille également. On économise et on aide la planète et donc cela crée une meilleure planète pour les générations futures. C'est donc une grande passion pour moi, l'alimentation et la durabilité. Avant d'être sur MasterChef, je m'occupais de réforme agraire et de cadastre. Et je suis enchanté de pouvoir utiliser ma plateforme et ma nouvelle carrière comme chef pour éduquer d'autres sur l'importance de l'alimentation saine et comment conserver les ressources. Next up is... Nous avons maintenant Iber Lancifer, directeur général de Foodex au Maroc, une institution qui appuie le développement de produits transformés, d'exportation de fruits de mer et de fruits et légumes au Maroc. Elle est également directrice générale de l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Soyez la bienvenue donc. Et j'aimerais entendre de votre bouche, vu votre rôle dans la lutte contre le changement climatique, quel est le rôle de l'agriculture lorsqu'il s'agit de faire progresser ce programme que Johan nous décrivait. Comment comment votre initiative s'imbrique-t-elle? Tout d'abord, j'aimerais remercier la Banque mondiale de me permettre de participer à cette tribune très intéressante. Seen a lot of figures in the Alors, ce qui est important, c'était d'abord un excellent exposé qu'on a entendu ce matin. Et peut-être que si nous faisions
un moins gros plan sur ce que nous avons dit ce matin, on pourrait conclure qu'il n'y a pas d'autre planète que celle sur laquelle nous nous trouvons, ce qui veut dire qu'il n'y a pas le choix. Mais il nous faut trouver des solutions pour régler la question du changement climatique par la nourriture et par l'agriculture. Et certains des chiffres que nous avons vus, certains de ces chiffres sont sur le développement de la population mondiale. Et nous avons vu que d'ici 2050, nous serons 10 milliards d'êtres humains sur la planète. Et il y aura 3 milliards de personnes supplémentaires, ce qui veut dire que ces 3 milliards, la plupart, seront sur le continent africain. L'Afrique, aujourd'hui, est confrontée au changement climatique, bien entendu, mais c'est également un continent où 80% des êtres humains vivent de l'agriculture. Donc l'agriculture pour l'Afrique, c'est une question de changement climatique, une question de développement, c'est une question de lutte contre la faim, mais également de lutte contre la pauvreté. Ce que nous tentons de faire par cette initiative AAA, qui a été tout d'abord appuyée par la Banque mondiale, c'est de savoir que l'agriculture est l'une des solutions au changement climatique. Et ce que nous avons vu avant de lancer cette initiative lors de la COP 22, qui a été d'ailleurs hébergée par le Maroc, nous avons deux communautés. D'un côté, le changement climatique et de l'autre côté, la communauté agricole. Ce que l'on a dit également dans cet exposé, c'est que l'agriculture n'a pas fait partie du programme des négociations. Mais je crois que depuis la COP 23, oui, ça l'est devenu. Parce que nous nous sommes tellement agités quant au 3A lors de la COP 22 qu'en fin de compte, la communauté du changement climatique et les autres, et avec les milliards de dollars d'engagement qui auraient été investis dans le changement climatique, etc., etc., je crois qu'enfin, on a compris que l'agriculture doit être au cœur du changement climatique, des dispositions, etc., etc. Mais j'aimerais ajouter quelque chose de très important, c'est que je pense que lorsque nous abordons la question de nourriture, de changement climatique, il ne faut pas oublier que c'est une question de développement et c'est également dans l'organisation d'acteurs qui c'est important. Car si nous voulons mettre en œuvre une politique ou une stratégie, si nous n'avons pas la participation de ceux qui vont procéder à la stratégie, et ce sera impossible de réussir dans la stratégie. Et comment faire en sorte que les agriculteurs, les gros exploitants et les petits exploitants, sur le continent africain, on parle surtout des petits exploitants, si nous ne les sensibilisons pas au fait que l'avenir est d'adapter l'agriculture au changement climatique, nous ne pourrons réussir nos objectifs. Merci. Merci d'avoir souligné le côté développement. C'est tout à fait au cœur du développement économique et pour sortir les pauvres de la pauvreté. C'est une grande question. Merci. Et maintenant, j'aimerais accueillir Daina Ulstein, ministre du Développement international pour la Norvège. Il est également au conseil de la ville de Bergen, qui est chargé donc de l'innovation. Il a été élevé en Norvège dans une petite communauté de pêcheurs. Nous vous accueillons. Et quand je pense à la Norvège, je pense aux fjords et aux poissons. Parlons poissons. Johan et moi également, nous avons parlé des poissons qui sont importants pour le développement. Alors, la Norvège est le fer de lance. Quel est l'avenir de la pêche durable? Merci.
For me, and I think also for the Norwegian government. Alors pour le gouvernement norvégien, c'est également de ne laisser personne en lanterne rouge. Comme on l'a dit, nous avons tant fait d'un travail tellement important sur l'éducation, sur la santé, le renforcement des capacités. Et dans ce changement climatique, c'est du travail qui sera en vain. Il nous faut avoir une gestion durable de la nourriture, de l'alimentation, et le poisson est bien entendu une partie extrêmement importante de cet élément. Il y a tant de connaissances que nous n'avons pas encore sur ce qui se trouve dans l'océan. C'est donc très important. Effectivement, j'ai été élevé dans un petit village en Norvège, partie ouest, et en Norvège, la plupart des gamins ils mangent beaucoup de poissons dès la petite enfance. Cela fait partie de notre être profond. Pour réussir, c'est une tradition de la gestion de la pêche. Mais il y a eu bien sûr des hauts et des bas dans cet historique, surexploitation poissonnière, d'eau comme ailleurs. Et je reviens du Pacifique, des îles du Pacifique, et nous avons vu le potentiel profond et l'on voit également les grandes difficultés pressantes, mauvaise alimentation et potentiel dans les pêcheries. Dans ceci, en coopération avec nos voisins, nous avons développé davantage de régimes de gestion durable des pêcheries. Le poisson est bien sûr une source de protéines de haute qualité, mais également des niveaux très importants d'autres nutriments. C'est extrêmement important. Et nous savons qu'il y aura 10 milliards de personnes d'ici 2050. Il nous faut davantage d'alimentation, d'emplois, etc., qui seront nécessaires. Et les activités océaniques, et en particulier la pêche durable, sera de plus en plus importante. Il est important de déterminer la modération dans les pêches. Il faut que ce soit également une adaptation à la gestion du poisson. Nous ne pouvons consommer davantage que nous ne produisons. Là encore, c'est très difficile. Cela fait partie de l'historique de la Norvège. Nous exportons du poisson, mais c'est là également une partie très importante de nos recettes. Et la plus saine, la plus durable pour nous. Étant donné la demande d'expérience en gestion de la Norvège, nous avons un programme de développement avec une coopération Poissons pour le développement, c'est le nom. Ce programme qui relie les pêcheries norvégienne avec d'autres pays où l'on veut renforcer les capacités et c'est là l'un des objectifs. Merci. Nous vous félicitons et c'est quelque chose qui correspond tout à fait à la vision que Johan nous a présentée tout à l'heure. Je passerai... On a parlé du poisson. Alors maintenant, parlons des fruits et légumes. L'on sait qu'il nous faudrait avoir davantage de fruits et de légumes. Ce n'est pas encore le cas. Johan nous le dit maintenant. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que nous mangions davantage de fruits et de légumes? Comment amener les gens à manger sainement? Ah, moi, je vais vous dire, je vais les enthousiasmer. Je pense qu'il y a un certain point. Nous voulons réellement faire exploser le goût, mais nous ne faisons que du murmure pour la santé. Alors, il faudrait diversifier les régimes alimentaires pour faire en sorte que l'on sache qu'il y a des ingrédients, par exemple, que l'on n'a jamais essayé auparavant, qui pourront ensuite collaborer à améliorer la biodiversité, n'est-ce pas? Ce qui les encouragera à aller au marché normaux de rue et éliminer les intermédiaires, améliorera les moyens d'existence. C'est donc une chaîne qu'il faudrait changer. Mais ce que j'apprécie, j'enseigne par exemple des
des cours de cuisine dans les communautés, et ce gratuitement à Los Angeles, Las Vegas et ailleurs. Et ce que j'adore, c'est de montrer des ingrédients qui, en fin de compte, les gens se disent « Attendez, je veux les acheter, je veux les apporter chez moi pour qu'on puisse cuisiner nous-mêmes ». Très souvent, ce qui se passe, c'est que nous sommes bloqués dans tout ce qu'on connaît. Nous avons nos traditions culinaires ou encore les produits de base qu'on achète tous les jours. Et tout d'un coup, nous avons de nouveaux arômes, de nouveaux ingrédients. Alors, ça intéresse les gens et ils incorporent de nouveaux ingrédients. Nouveaux ingrédients, ça veut dire des ingrédients qui viennent des plantes. J'ai beaucoup aimé crier les arômes, mais murmurer la santé, donc inverser la tendance. Et tout d'un coup, la cuisine devient cool et saine. En qualité de maître queux, je dois dire que j'ai le pouvoir d'éduquer en quelque sorte les autres et de leur démontrer, de leur donner des idées pour échanger, par exemple, des recettes dans mes cours de cuisine, dans mes émissions de cuisine, pour que l'on puisse cuisiner à la maison et incorporer tous ces ingrédients dans les pratiques culinaires. Comment répondre? Comment vous répondrez? Eh bien, moi, j'ai une entreprise qui est dans l'éducation du consommateur. Pour les consommateurs, quand vous allez dans une épicerie, en fait, les gamins, ils voient ils ont l'impression que les pommes poussent dans les magasins. Ce que nous essayons de faire, au fond, c'est qu'il y a un rideau dans le système alimentaire. On essaie de repousser le rideau. D'où vient cette alimentation? Relater les anecdotes. Pourquoi est-ce que c'est mieux? Nous avons, par exemple, des vidéos des consommateurs qui ouvrent nos cartons et ils font, par exemple, du chou chinois et tout d'un coup, c'est quelque chose de différent. Et les gamins disent, vous voyez, le chou, c'est bon. Et tout d'un coup, ils se sentent privilégiés. Donc, c'est l'éducation du consommateur. Pourquoi jeter des aliments, la nourriture? D'où vient cette nourriture? C'est ce qu'on leur montre. Et faire en sorte que les fruits et légumes sont plus intéressants plutôt que d'aller à l'épicerie et d'acheter toujours la même chose. Quand vous comprenez les anecdotes, qui fait cette alimentation, d'où vient cette nourriture, c'est beaucoup plus intéressant pour que les gens arrivent à manger des fruits et des légumes plutôt que d'aller dans leur épicerie normale. Ce qui m'intéresse, alors, les exploitants agricoles, comment est-ce que nous allons faire en sorte que les agriculteurs, vous avez parlé des petits exploitants agricoles, comment peuvent-ils participer à ce programme? Qu'est-ce qui est nécessaire? Je crois qu'ils sont dans le programme. C'est pas la peine de les faire venir au programme parce qu'ils sont confrontés au changement climatique et à ces difficultés, et ce tous les jours. Aujourd'hui, le continent africain est l'un des lieux au monde qui est confronté principalement à la crise de l'eau, la désertification, etc. Mais je crois qu'une meilleure façon de les faire intervenir, c'est de leur expliquer que le changement climatique, ça n'est pas une contrainte pour l'agriculture. Il nous faut expliquer à la communauté du changement climatique les solutions. Mais d'un autre côté, il faut expliquer aux exploitants agricoles que l'on peut s'adapter, adapter leur agriculture au changement climatique, que l'on peut avoir une très haute productivité sans nuire au sol ni à la nappe phréatique. Et je crois qu'aujourd'hui, la recherche et le développement a avancé à grands pas avec des résultats sur la production de davantage d'alimentation, mais avec des méthodes novatrices. J'ai également parlé du CGIAR dont on a parlé ce matin, qui est l'un des piliers de notre initiative, car depuis le premier jour, ce que nous voulions, c'est nous baser sur des éléments scientifiques des plus solides. Alors, je crois que la meilleure façon de faire participer les exploitants agricoles, c'est de leur faire une démonstration, parce que les agriculteurs, surtout les petits exploitants, doivent voir les résultats qu'on leur offre de ces politiques. Et donc, c'est pourquoi je pense que l'agriculture intelligente par rapport au climat
que nous essayons de développer, mais que nous essayons également de prôner partout dans l'agriculture et dans les écosystèmes durables. Je crois qu'aujourd'hui, cela commence à être une question d'importance pour les agriculteurs. Il était important de leur montrer qu'il s'agit d'une combinaison. Il s'agit de faire face au changement climatique, il s'agit de faire face aux problèmes de sécurité alimentaire, mais il s'agit également d'améliorer les revenus pour les petits agriculteurs. Parce que tout est lié, en fait, si vous voyez les données. L'agriculture, la pauvreté, la faim et le changement climatique. Vous ne pouvez pas lutter contre un de ces fléaux de manière isolée. Vous devez les considérer tous les quatre ensemble et développer une approche plus exhaustive. Monsieur le ministre, non seulement la Norvège est connue pour son poisson, mais également pour l'excellent travail que vous faites lorsqu'il s'agit de protéger les forêts du monde, notamment les forêts tropicales. Est-ce que le sujet d'aujourd'hui vous aidera dans cette vision? Eh bien, oui, c'est l'approche holistique qui est prônée ici. Tout le monde est préoccupé par la distribution alimentaire, le changement climatique, la prévention des conflits, la pauvreté, la sécurité, et donc tout le monde devrait être préoccupé du taux de déboisement dans les forêts tropicales. Jorg va commencer par cela. Il est essentiel que si nous voulons produire des denrées alimentaires pour cette population croissante, nous devons le faire sans mettre en danger la planète et nous assurer que la production alimentaire ne se fasse pas au détriment des forêts précieuses. L'agriculture, comme cela a été dit ici, est donc le principal moteur au monde du déboisement et de la dégradation des forêts. Et par conséquent, protéger et rétablir les forêts doit être au cœur de tous les aspects de notre programme pour le développement durable. Et on en fait beaucoup dans ce domaine. Et comme vous l'avez dit, je suis très fier du fait que depuis longue date, la Norvège lutte contre le déboisement des forêts tropicales grâce à notre initiative à cette fin. Nous avons réalisé beaucoup de choses, mais collectivement, néanmoins, nous semblons perdre la guerre. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Les taux de déboisement continuent d'être très élevés, ce qui nous préoccupe. Et nous devons également renforcer nos actions à cet égard. Il est très important d'agir dans ce sens. Mais bien entendu, pour ce faire, nous devons travailler en partenariat avec d'autres pays, et que ce soit aujourd'hui ou à l'avenir. Merci encore une fois de l'excellent travail réalisé par la Norvège. Je vais conclure en vous donnant chacun 20 secondes. Vous avez été prévenus. Si vous étiez responsable, quelle serait la chose que vous demanderiez au monde de faire pour nous mettre sur la voie vers un avenir plus durable sur l'alimentation? Je vais commencer par vous, Monsieur le ministre, parce que vous occupez un poste de responsabilité. Quelle est la chose que vous voudriez que l'on mette en place pour nous engager sur cette voie? Eh bien, il faudrait que tous les politiciens travaillent ensemble pour le même objectif, pour mettre en place la bonne solution. Donc, travailler de front. Les policiers travaillent toujours ensemble, n'est-ce pas? Quelle est la chose que vous prôneriez? Eh bien, je dirais montrer immédiatement les avantages, faire en sorte que ce soit concret dès le début. Alejandra, j'encouragerais les ménages, les gens qui préparent l'alimentation chez eux, de le faire intelligemment, de faire un planning de leur menu pour éviter le gaspillage et de sorte qu'ils puissent préparer leur repas basé sur des plantes de la manière la plus saine possible et qu'ils protègent le mieux l'environnement. Evan, deux choses. Que les consommateurs jugent les denrées par leur goût et non pas par leur aspect. Une carotte avec deux tiges n'est pas différente d'une carotte qui est droite. Et deuxièmement,
Et ça n'a rien à voir avec mon entreprise, mais c'est une excellente idée qui a beaucoup de potentiel. Ce sont les systèmes, c'est des systèmes de production alimentaire dans des conteneurs. Ça crée des emplois, ça crée l'alimentation saine, ça apporte énormément d'avantages, ça crée des emplois, ça réduit les coûts. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais ces exploitations agricoles dans ces conteneurs, dans les quartiers. Eh bien, on applaudit très fort notre panel. Restez là. Johan, venez sur scène. Nous allons ouvrir le débat. Le moment est venu pour vous de parler, donc au public. En ligne, c'est l'occasion de poser des questions sur base de tout ce que vous avez entendu au cours de ces dernières 75 minutes. Il y a 2 microphones au milieu de la salle. Et nous recevons également vos questions en ligne. Posez une question. Moins de 20 secondes. Dites qui vous êtes et posez votre question. 3 à la fois. Lancez un dialogue. Quelle grande question avez-vous pour le panel? N'hésitez pas. Allez-y. Bonjour. Laïs Moyechon, je travaille avec la Banque mondiale. Santé et population en Afrique. Comment la Banque et d'autres institutions internationales peuvent-elles appuyer la stratégie du rapport lancé? Donc, transformer l'alimentation. Nous avons parlé du rôle de la Banque en investissement en agriculture, mais comment nous pouvons aider les gouvernements et la communauté mondiale pour commencer à manger plus sainement? Deuxième question, au fond de la salle. Elise Colan, directrice pour le développement durable au département d'agriculture des États-Unis. L'une de mes préoccupations est cet accent sur l'alimentation, le régime. Je suis d'accord avec vous, j'aime cette approche, mais ce qui me préoccupe, c'est que cela retire l'attention des pratiques de production durable. Nous savons que vous pouvez produire pratiquement n'importe quoi de manière non pérenne. Et je dirais que vous pourriez produire n'importe quoi de manière non pérenne, en fait. Et donc, en disant manger plus de légumes, manger plus de noix, manger plus de fruits de mer, si vous ne mettez pas cet astérisque qui proviennent d'une source où cela a été produit de manière durable et distribué de manière durable et produit de manière durable, si vous n'avez pas cet astérisque, eh bien peut-être que vous nous menez à la catastrophe. Donc nous devons faire la transition vers manger des légumes qui sont produits de manière saine, la viande qui est produite de manière saine. Merci beaucoup. En ligne, vous présentez des options pratiques, mais qu'en est-il du coût? Quel est le coût total de l'action? De passer à cette action à la durabilité. Attendez pour poser vos questions rapidement. Coût, normes de production et le programme de la banque. Il ne faut pas de longues réponses. Je suis d'accord avec la question qui dit que nous ne devons pas uniquement dire manger des légumes, manger des noix, mais que nous devons dire manger des noix produites de manière pérenne. Et si je prends l'exemple du Maroc, nous, maintenant, nous pensons à cela et nous avons commencé des débats avec la Banque mondiale. Nous sommes exportateurs de denrées alimentaires. Vous connaissez sans doute les clémentines du Maroc. Nous exportons beaucoup de clémentines ici aux États-Unis, et nous avons toujours défendu et crié, comme Alejandra le disait, que les produits marocains ont du goût. Et maintenant, nous voulons passer à les produits marocains ont du goût, mais sont également produits de manière à protéger l'environnement, notamment lorsqu'il s'agit des produits destinés à l'exportation. Essentiellement les fruits et légumes, donc. Johan. Elise, cet astérisque est fondamental. Je dirais que
c'est une des caractéristiques du rapport du Lancet, que pour la première fois, nous forçons que ce qualificatif soit pleinement intégré. Mais le fait, c'est qu'il y a 2 pays au monde, la Norvège et la Suède, qui ont des conseils diététiques qui intègrent pleinement la santé et la durabilité. Ces directives nordiques sont le grand exemple. C'est un défi, bien entendu, parce que nous mettons l'accent sur les investissements qu'il faut réaliser pour faire sortir les gens de la pauvreté. Les pays les plus pauvres, les zones rurales en Afrique, par exemple. Mais franchement, je pense que nous devons prendre le taureau par les cornes et dire pourquoi passer 10 ans à assurer le nombre de kilocalories et ensuite assurer la santé. Nous devons intégrer tout cela dès le début et, par exemple, en parlant avec les gouvernements à travers le monde sur les conseils diététiques qui contiennent ces qualificatifs, intégrés pourrait être une étape. Et je pense que cela intègre les 2 questions. Un dernier commentaire pour revenir à la préoccupation sur les produits de manière durable. Et lorsque je parle d'éducation et d'autonomisation, c'était de manière générale. J'aime autonomiser les gens pour leur permettre de comprendre l'importance de leur choix lorsqu'ils achètent, de leur pouvoir d'achat et de la façon dont ça affecte la chaîne de production. En tant que consommateur, nous pouvons exiger et transmettre un message clair aux producteurs sur le type de produit que nous voulons acheter. Et encore une fois, par l'éducation, je pousse les gens à consommer des produits produits de manière saine. Je travaille au financement mondial. Ma question concerne les pêches durables. Je viens de Vancouver, en Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada. Donc il y a beaucoup de saumon qui s'épuise dans l'océan. Comment les consommateurs peuvent-ils être rassurés que le poisson qu'ils acquièrent est produit de manière durable? Et que peut faire le gouvernement pour réglementer cela? Bien, merci. Au fond de la salle, merci beaucoup, Natasha Haywood. Je voulais remercier les organisateurs de cette séance parce que je pense que pour la plupart d'entre nous dans cette salle, il s'agit d'intérêts professionnels, mais également clairement d'intérêts personnels. Donc j'ai un commentaire et une question qui reflètent cela. Le commentaire, c'est que pour vous remercier, je travaille au programme pour la sécurité alimentaire et l'agriculture mondiale. Vous le connaissez peut-être, nous sommes une plateforme qui rassemble des partenaires en partenariat qui essaie de canaliser le financement vers la sécurité alimentaire dans l'agriculture. Et ce panel parle des questions qui sont chères au cœur de nos parties prenantes, l'intersection entre la pauvreté, la production, la durabilité et l'alimentation. Et donc je voulais remercier la Fondation et la Commission d'avoir combiné ces éléments dans un rapport qui donne ces preuves scientifiques que nous, en tant que plateforme et partenariat et d'autres, pouvons continuer à utiliser pour aller de l'avant de manière collective. Donc merci pour cela. À titre personnel, j'ai ramené le rapport chez moi et je l'ai regardé avec mon fils qui a 12 ans. Et il était fasciné et motivé, préoccupé, mais d'une bonne façon par ce que vous disiez. Et il disait, donc maman, que pouvons-nous faire? Quels sont les outils de planification alimentaire? Et donc, pour revenir à certains des commentaires du panel d'Alejandra, et demander, eh bien, qu'a-t-on prévu? Y a-t-il des idées sur comment faire le lien avec des gens tels qu'Alejandra qui peuvent parler aux consommateurs et aux citoyens et aux jeunes et leur dire comment traduire cela dans leur vie quotidienne? Merci. Merci. En ligne, Emmanuel, comment rendre la production alimentaire attirante pour les jeunes dans le pays en développement? Il nous faut des agriculteurs de l'avenir. Voici les 3 questions. J'aime beaucoup les poissons. Je n'ai pas répondu à la question sur les coûts. Même dans les pêches, il y a un désavantage énorme si nous ne faisons pas les bonnes choses et les choses intelligentes. De protéger l'océan et d'avoir la bonne gestion, la gestion durable des pêches. Et je pense que le gouvernement peut faire beaucoup en matière de législation pour lier la qualité, pour avoir un contrôle
sur toute la chaîne d'approvisionnement, de sorte que nous savons que ce sont des pêches durables dès le début jusqu'à l'assiette du consommateur. Donc je pense que le gouvernement peut faire beaucoup à cet égard. Bien entendu, en relation étroite avec l'industrie alimentaire. Donc il y a beaucoup que l'on puisse faire. On doit en faire davantage. Ne demandez pas quel est le coût de faire la bonne chose. Demandez quel est le coût de continuer à faire la mauvaise chose. Bon. D'autres, elle a posé une question sur ce que nous faisons et comment on peut obtenir des idées et suivre des recettes. Eh bien, je suis en train de rédiger un manuel de cuisine sur base des principes du régime. C'est quelque chose qui a été lancé cette année, le Eat Lancet. Et c'est un honneur pour moi que d'avoir été aux Nations Unies et d'avoir fait le lancement. Mais je pense qu'alors que nous proposons ce message, de plus en plus de gens s'intéressent à relever ce défi parce qu'il y a d'autres régimes alimentaires, végétaliens et autres. Mais le régime planétaire qui a des proportions très spécifiques de fruits, de noix, de légumes et de viande, etc. Et donc, jusqu'à présent, c'est une responsabilité personnelle que de partager sur mes plateformes, sur les réseaux sociaux, des recettes pour obtenir des idées. Mais je pense que de plus en plus, les gens cherchent à préparer des manuels de cuisine. La question sur l'agriculture. Je connais beaucoup d'agriculteurs, nous interagissons avec des centaines d'agriculteurs. Et il y a un stigmatisme autour des agriculteurs. L'agriculteur moyen aux États-Unis est un homme blanc de 55 ans qui, son exploitation est dans sa famille depuis des générations. Et les agriculteurs, on pense que ce sont des gens très simples. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est que les agriculteurs sont des ingénieurs. Nous pensons que l'ingénierie, c'est très sexy, l'encodage, etc. Mais ce sont des hommes d'affaires, ils sont climatologues, ils sont scientifiques, ils défendent l'environnement. Il y a des technologies de pointe que l'on peut utiliser pour améliorer le rendement et améliorer la durabilité, minimiser la consommation de pesticides et d'eau. Il y a toutes ces technologies de pointe qui sont introduites dans l'agriculture et je pense que c'est le message sur l'agriculture doit se focaliser sur cela. Et ne pas dire les agriculteurs sont des gens simples qui ont leur exploitation depuis des générations. Comment faire passer nos exploitations à la nouvelle génération? Et c'est ce qui est très attrayant, c'est ce qui est plus attirant pour les jeunes. Sur ce que Natacha disait, je pense que ce que nous aimerions voir, bien entendu, c'est que le rapport essentiellement soit adopté de manière organique, mis en œuvre à travers tous les secteurs de la société, mais pour partager avec vous que Gutiérrez organise le contenu du rapport Eat Lancet du forum en juin, qui va se focaliser sur transformer cela en action de chef aux entreprises, et maximiser les effets. Donc il y a quelque chose en cours qui se prépare, qui sera très intéressant. Bon, il y a toute une ligne de questions et les questions arrivent également par email. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est limité. Je vais demander aux membres du panel de se mettre à la disposition après la réunion et donc vous pourrez leur poser les questions individuellement parce que nous devons quitter la salle. Je vous ai dit que les gens veulent rester. Donc, on applaudit le panel. J'espère que le débat vous a plu et que vous voyez à quel point le débat est très important. Eh bien, 3 commentaires de clôture. Tout d'abord, l'importance de la question. N'oubliez pas les 3 mots que je citais.
N'oublions pas non plus que c'est urgent. Vous avez vu les chiffres, vous avez vu les tendances, et je vous dirais que le système alimentaire est de retard de 30 ans sur le système de l'énergie. Il va nous falloir rattraper pour avoir l'objectif d'ici 2030-2050. Et en fin de compte, c'est le problème de tout un chacun. Et donc, nous pouvons également participer à la solution. Nous pouvons tous faire quelque chose, consommateurs, sur le travail et par rapport aux décideurs. Vous avez votre travail à faire. Allez-y et merci mille fois à la Banque mondiale de nous avoir accueillis. Et nous pouvons...